Salut à toutes et tous, c'est Yacine Scali et bienvenue dans la tête d'un CEO, le podcast qui vous inspire à entreprendre. Je vous propose tous les lundis une conversation authentique avec des entrepreneurs et des figures hyper inspirantes pour, je l'espère, vous permettre à votre tour de réaliser tous vos projets et impacter notre société positivement. N'hésitez pas à vous abonner au podcast et nous dire ce que vous en pensez en commentaire. Sans plus attendre, je vous souhaite un excellent épisode en espérant vous voir nombreux à réaliser vos projets cette année. Ce podcast est aujourd'hui sponsorisé par Notion, notre partenaire de confiance. C'est pas la première fois que vous entendez parler de Notion, c'est normal. Je suis un utilisateur plutôt quotidien de l'outil depuis plus de 3 ans. Je l'utilise aussi bien dans le cadre professionnel pour organiser mes podcasts que dans le cadre personnel. Donc vous l'aurez compris, Notion, c'est bien plus poussé qu'un éditeur de texte, c'est bien plus complet qu'un tableur. C'est tout simplement l'outil incontournable pour vous aider à vous organiser, à centraliser vos notes et vos documents, à créer une base de connaissances et à collaborer avec vos employés et vos partenaires. Que vous soyez entrepreneur, sur le point de vous lancer, freelance ou même salarié, Notion est fait pour vous. Ils ont déjà séduit plus de 20 millions d'utilisateurs. Pour commencer à utiliser gratuitement Notion, vous avez juste à taper notion.com/Yacine Scali. Je vous ai mis le lien dans la bio, que ce soit pour un usage professionnel comme personnel, commencez à organiser votre quotidien en tapant notion.com/Yacine Scali. Je vous souhaite un excellent épisode à tous. Salut à tous, c'est Yacine et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO. Aujourd'hui, je reçois un grand CEO d'une startup bien connue de l'écosystème. Je vais pas la mentionner, je vais te laisser la présenter, mais en tout cas, je suis ravi d'être avec toi, JC. Comment vas-tu, Jean-Charles ? Je vais très bien, merci Yacine. Merci de m'accueillir dans tes locaux. Tu es bienvenu, j'espère que ça te plaît. Ouais, c'est canon et c'est ce que je disais qui est super drôle. Comme je te disais, j'habite juste à côté, j'ai jamais cramé que c'était vos locaux. Donc il n'y a pas le logo Alan partout, mais et du coup on voit pas de l'extérieur, mais c'est canon à l'intérieur. Bref, parlons-en, je l'ai spoilé, mais du coup Alan, pourrais-tu te présenter, donc du coup Jean-Charles, et nous dire ce qu'est Alan, s'il te plaît. Donc je suis Jean-Charles Samuelian Werve, je suis le cofondateur et CEO d'Alan qu'on a créé il y a bientôt 7 ans. Avec cette immense ambition, ce rêve, je dirais même, de changer la manière dont on vit notre santé, pour passer d'un monde qui était centré sur l'hôpital, qui était réactif, qui était une montagne d'admin, pour avoir un partenaire santé dans notre poche, qui est intuitif, qui m'aide à ma prévention, qui m'aide à accéder à plus de services. Et donc Alan, c'est vraiment cette combinaison du meilleur de l'assurance complémentaire santé, donc qu'on connaît parfois sous le terme de mutuelle, et de tout un écosystème de services de santé physique et santé mentale qui t'aident à vivre mieux, à être plus performant, que ce soit en tant qu'individu ou entreprise. Et j'avais coupé. T'inquiète. Tu pourrais éditer ? Non, oui, bien sûr je pourrais, mais il y a aucun souci. Et d'ailleurs, j'ai presque envie d'embrayer. Évidemment, j'ai été user. Bon, là, je suis plus salarié. Et non, en vrai, je suis encore couvert par Alan pendant genre 2 mois, je crois. On va en reparler, je tease déjà, mais l'expérience user, j'ai l'impression qu'elle est au centre de votre proposition de valeur. Tu nous as fait la petite intro, tu as monté une autre boîte avant qui s'appelait donc Explicit. On va en parler, mais moi, j'ai une question à 1 million. Déjà en parlant de chiffres, donc évidemment vous êtes statut unicorn, vous êtes même centaure et double centaure il me semble, donc vous êtes à quoi, 230 ou 240 millions ? On est autour de 250 millions d'ARR là. Chapeau bas. Question toute simple, es-tu heureux ? J'ai la chance d'être plutôt très heureux pour 2 grandes raisons. Une raison familiale, d'avoir un cocon qui est extrêmement fonctionnel, que ce soit avec ma femme et mes 2 petits-enfants, où on adore ce qu'on construit ensemble. Et j'en parlais récemment avec quelques potes, mais il n'y a pas eu un matin depuis le début d'Alan où j'étais pas hyper excité des enjeux qu'on avait, de ce que j'allais faire, des gens avec qui j'allais bosser. Et donc j'y suis jamais allé à reculons. Je me suis jamais senti forcé de devoir le faire. Et ça, c'est juste une chance absolue. Et je pense une des clés du bonheur, c'est cette intégration entre ce que tu fais, pourquoi tu le fais, quel impact ça a, j'espère, sur la vie des gens. Et le faire avec beaucoup de joie, c'est assez incroyable. Donc,
longue réponse à ta question, ouais, je suis plutôt très heureux. Mais trop drôle, et en plus tu parles du travail, tu parles de perso. J'ai envie de mettre les pieds dans le plat directement, juste qu'on comprenne déjà, tu parles d'être heureux, et ça fait donc bientôt 7 ans. T'as commencé, vous étiez 0 employé, aujourd'hui vous êtes 500, 600 530, 40, ouais. Ok. And growing, hein. Peut-être que le moment où on publiera, vous serez déjà à 600. Je trouve ça fou parce qu'il y a énormément d'entrepreneurs qui disent qu'ils prenaient plus de plaisir au début. C'est de nouvelles problématiques quand vous êtes 500 ou 600. Donc toi, tu dis que tu as toujours pris autant de plaisir. Est-ce que tu te considères du coup comme un créateur, un manager Qu'est-ce qui t'anime aujourd'hui à 500 et quelques personnes, et qu'est-ce qui t'animait quand vous étiez 0 ou 10 quoi? Je pense que, j'aime pas trop les labels, donc je sais pas comment me définir et j'ai surtout pas trop envie de me définir, et je pense que c'est pas très simple de mettre les gens dans des cases, mais je pense qu'il y a des choses qui sont les mêmes et qui me passionnaient quand on était 2, 6 ou maintenant, qui sont l'importance de notre mission, le plaisir de construire du produit qui a un impact sur la vie des gens, le fait de s'entourer avec des personnes que tu trouves brillantissimes et avec qui c'est une joie de travailler. Donc ça reste et c'est un fondamental. Et après, en effet, les problématiques changent. Donc je passe moins de temps à écrire la copie, à peut-être même à faire des pull requests dans le code, à aller dans tous les détails du design. Mm-hmm. Mais en revanche, moi, je prends beaucoup de joie à essayer, de partager, véhiculer cette vision qu'on a de la boîte et de ce qu'on essaie de construire en interne, et de la porter, de continuer d'itérer dessus. Et ça reste, et c'est assez fascinant parce qu'on continue de l'améliorer dans chacun des détails et de construire la boîte, continuer à construire une culture et une organisation. Encore une fois, c'est différent la manière dont on l'exécute, mais on pensait déjà très fortement culture au tout début de la boîte, et là, c'est comment tu le mets à l'échelle, c'est passionnant. En tout cas, ça m'excite énormément. Tu as plein de sujets, en effet, de continuer à attirer, retenir, mettre dans la meilleure position possible les talents de la boîte. Et ça, c'est ultra excitant. Je pense que ce qui change, c'est finalement plus la durée des horizons auxquels tu penses. Peut-être que quand tu es dans les premières phases, tu penses à 90% court terme, 90% court terme, 10% long terme. Maintenant, c'est peut-être 40% court terme, 60% long terme, mais ce mix des deux reste, et j'adore penser plus long terme et construire et réfléchir à ce qui doit être vrai aujourd'hui pour qu'on soit en position de succès dans 3 ou 5 ans. Donc ouais, moi je vois pas vraiment ça comme... je trouve qu'il y a de l'élégance dans tous les problèmes qu'on a à résoudre, et surtout je considère qu'on est encore au tout début de l'histoire de la boîte. Donc tout est à construire. Donc longue vie à Alan, et hâte de voir la suite. Je t'écoutais au micro d'Alexandre Mars, donc du podcast La Pause, que j'invite tout le monde à aller écouter parce qu'il est vraiment cool. Tu disais que l'entrepreneuriat, c'est ce qu'il y a de plus difficile. En réalité, tu partages ça avec, en tout cas, tous les entrepreneurs que j'ai eu à mon micro. Et en même temps, c'est la chose la plus belle. Et moi, il y a un parallèle tout con. Alors, je suis pas encore papa, mais j'ai l'impression que c'est peut-être une des rares choses on te dit c'est le plus difficile, et en tout cas, c'est ce qui te procure le plus de bonheur. Voilà, c'est une question hyper large, mais est-ce qu'il y a un parallèle entre, devenir papa? Je sais qu'ils ont fait leur nuit un peu plus tard, tes enfants, donc je sais pas si tu regardes des très bons souvenirs de ce moment-là. Non, je pense qu'en effet, il y a des difficultés à dépasser dans la parentalité, parce que c'est un changement de rythme, c'est un changement un peu d'équation personnelle, mais à la fois, c'est des moments de joie immenses et dont la joie ne fait que grandir dans le temps. C'est ça qui est assez intéressant, impressionnant, et dans une mesure que tu as du mal à estimer, je trouve, avant de le vivre. Donc, très intense. Est-ce que être entrepreneur, c'est le truc le plus dur? Je sais pas, je pense qu'il y a plein de choses difficiles, et je veux pas avoir la prétention de les entrepreneurs, c'est les plus cool, ils font les trucs les plus durs. Je pense que c'est difficile de faire des grosses boîtes ou des grands projets, ou même de faire des PME qui marchent. Il y a plein de choses qui sont extrêmement difficiles. Je sais pas si c'est le plus dur. Et je trouve qu'en effet il y a une joie infinie, comme en tout cas moi je trouve, mais je sais pas si tout le monde trouverait cette joie infinie aussi. Tu vois, je pense que le point qui est vraiment important, c'est plutôt essayer de savoir dans quoi tu t'épanouis. C'est parfois très difficile de le savoir en amont, donc il faut tester, mais il y a des gens qui s'épanouissent dans
des environnements qui sont plus prévisibles. Il y en a qui adorent l'imprévisible, il y en a qui adorent construire, il y en a qui aiment plus Ça dépend de ta gérer. personnalité. Donc il faut apprendre à se connaître pour savoir quel sera le setup où tu trouveras le plus de joie. En revanche, un point qui est très important, je pense que la résilience dans aller chercher cette joie, savoir que pour avoir cette joie ultime, il y a des moments difficiles, il faut se dépasser, se remettre en question en permanence, etc. Et c'est peut-être ça qui rend le métier difficile, parce que c'est une remise en cause permanente. Mais c'est comment tu trouves de la joie dans cette remise en cause permanente qui est vraiment, je pense, le fait qui fait la différence entre les entrepreneurs qui adorent ce qu'ils font et les entrepreneurs qui font ça comme quelque chose de pour une autre fin qui peut être une fin financière, etc. Et je pense que si tu trouves la joie dans le quotidien, c'est comme ça que tu peux faire des choses pendant très longtemps. Donc c'est un peu, si je reformule un peu, c'est quoi? C'est la finalité qui est plus importante que les gouttes de sueur et la galère. Et d'ailleurs, tu as dit un truc du genre... les entrepreneurs, aujourd'hui, on dit que c'est cool parce que c'est dur. C'est quand même drôle, quand même, de dire que vu que c'est dur, c'est cool. En tout cas, moi, je pense qu'il faut trouver de la joie dans les gouttes de sueur. C'est-à-dire que si tu penses qu'à la finalité, je pense que c'est trop difficile. Il faut que la finalité soit importante, mais il faut que tu prennes du plaisir dans toutes les tâches que tu fasses, quelles qu'elles soient, depuis le début. Et trouver cette énergie pour trouver du plaisir dans tout, je pense que ça rend ta vie plus facile. Après, il y a les choses où ça peut être un plaisir temporaire et il faut arriver à se retirer, et à recruter et à faire en sorte que des gens meilleurs que toi le font. Mais voilà, après, est-ce que c'est cool parce que c'est dur? Je sais pas. Je pense que ça devient cool parce qu'on commence à avoir des exemples de succès, et le succès c'est pas des tables de ping-pong. Mais en effet, en revanche, je pense que en tout cas créer une boîte et construire quelque chose de grand, avoir un sens de la mission, c'est en effet pas des baby-foot et des tables de ping-pong, c'est le plaisir de faire en effet des choses difficiles ensemble et de résoudre des problèmes qui étaient dits comme impossibles ou comme très difficiles à dépasser, et arriver à le faire en groupe. Ça, il y a une magie qui a un plaisir intrinsèque qui est incroyable, et tu peux prendre des cas ultra extrêmes, même les premières années d'Apple où les gens disaient que c'était extrêmement dur de bosser avec Steve Jobs, mais à la fois des souvenirs mémorables de ce qu'ils ont réussi à faire ensemble, et peut-être un des moments les plus durs de leur vie, mais aussi un des moments qui les a les plus définis. Et trouver le plaisir là-dedans, je pense, c'est assez exceptionnel. Et j'ai envie de te dire much agreed. Je pense qu'il y en a beaucoup qui seraient contents de raconter à leurs petits-enfants qu'ils ont bossé avec Steve Jobs, malgré la douleur et les gouttes de sueur. Tu as dit plein de choses hyper intéressantes, et je me connais, si je m'écoutais, on ferait un podcast juste sur les 2-3 dernières phrases que tu as dites. En revanche, tu as dit encore avant qu'il fallait apprendre à se connaître. Et moi, je suis obligé, tu me tends la perche. Je t'ai demandé en plus en amont, est-ce qu'on peut parler de, je sais pas, cette chose perso, etc. Tu m'as dit pas de tabou. Alors, je parle pas vers toi, mais moi-même, ça fait donc là 1 an et demi que je vois un psy. Tu me vois venir. Je suis fasciné par ça. Mais au-delà d'être fasciné, je pense que j'ai envie de prendre des cours de psycho. C'est des choses qui m'intéressent en fait depuis très longtemps sans m'en rendre compte. Et puis même se chercher, la quête de soi et comprendre les autres. Et du coup, tu as eu des parents psy. Est-ce que tu es capable, avec le recul... Déjà, est-ce que tu as vu des psys aussi parce que je ne crois pas qu'ils soient capables de t'accompagner sur la thérapie. Et est-ce que... comment ça t'a aidé de voir des psys ou alors de côtoyer tes parents au quotidien, quoi. Déjà, je ne sais pas si tu as testé Alan Mind, mais je te conseille aussi, parce que c'est un super outil pour à la fois parler à des thérapeutes et avoir plein de programmes et apprendre à se connaître tous les jours. Mais moi j'ai eu deux parents psychiatres. Un psychiatre, ok. Ce qui est pris en charge par la Sécu. Qui est, entre autres. Complètement. Et donc c'est à la fois une pratique médicale et aussi d'accompagnement. Moi, j'ai jamais fait de thérapie à côté, parce que je pense j'ai eu la chance qu'ils m'aient donné volontairement ou involontairement, je sais pas, plein de clés en tout cas pour apprendre à me connaître et savoir ce que j'aimais, et je pense que j'ai eu beaucoup de chance en termes de contexte autour de moi pour avoir une vie relativement stable et simple qui me permettait de prendre les risques qui font
ce que je suis aujourd'hui. Donc, je les remercie infiniment pour ça. Je peux pas te dire, c'est ce que je dis souvent, j'ai pas AB testé mon enfance. Donc, j'ai connu que ça. Et pour moi, c'était une enfance qui était en effet épanouissante, avec des valeurs saines, plein d'opportunités intellectuelles. Et donc, je les remercie. Je ne sais pas si c'est dû au fait qu'ils soient psychiatres ou pas. En effet, le fait qu'ils soient à la fois médecin, psychiatre, hospitalier, chef de service, ça a fait que j'ai vraiment baigné dans cet écosystème qui m'a donné aussi l'envie de créer Alan et d'essayer de le transformer. Donc là aussi, je les remercie infiniment. Mais ouais, je pense qu'il y a tout un parcours. Enfin, on peut te donner des clés, des outils. Et après, il y a tout un parcours personnel d'essayer de trouver quels sont les meilleurs moyens pour toi de mieux te connaître, sans être obsédé par mieux se connaître. Et je trouve qu'il faut trouver la tension entre le voir comme un outil et pas comme une obsession. Okay. Et je pense que c'est assez important de faire la limite entre les deux, parce que je prends aussi... j'adore ce discours qui est le discours de la Sorbonne de Theodore Roosevelt du début du XXe siècle, dont une des grandes parties c'est The Man in the Arena, donc l'homme dans l'arène. Et il faut passer du temps aussi à faire et à construire, et c'est un des meilleurs moyens pour se connaître. Et donc trouver cette tension entre passer du temps introspectif qui est très important, se poser les bonnes questions, arriver à voir quelles sont ses souffrances, mais aussi juste sauter, faire des choses et apprendre à se connaître en faisant, je pense que c'est très important. Donc un mix entre intellectualiser et faire. Exactement. Attends, je voulais rebondir sur un truc. T'as pas forcément donné les clés. Est-ce qu'il y a des clés que tu essayes de retransmettre à tes enfants, sachant que tu n'es pas psychiatre ? Et d'ailleurs, pour parler un peu des limites, t'en parlais donc du coup dans le podcast La Pause. Je crois que tu avais du mal à... C'est toi ou ton enfant, en tout cas, qui avait du mal à... Enfin, qui pleurait beaucoup quand il était petit ? Ouais, c'est toi, je crois, et tes parents essayaient d'intellectualiser. Ah oui, ça m'est arrivé au tout début, quand j'avais 9 mois pour mes dents, exactement. Non, ce qu'on essaye, nous, avec nos enfants, c'est de leur donner à la fois un environnement qui est protecteur pour créer la confiance que tu auras toujours un backup, et à la fois essayer de leur donner les outils pour qu'ils apprennent d'eux-mêmes et qu'ils fassent leur expérience et qu'ils définissent. Et honnêtement, on est loin d'être parfait et je pense qu'on fait plein d'erreurs, mais en tout cas, on essaye de construire comme ça. Et je pense que, encore une fois, il n'y a pas de clé magique et je ne pense pas qu'il y ait une méthode ou quelque chose qui fasse la différence. Je pense que c'est essayer d'avoir de l'empathie pour les autres et comprendre leurs enjeux, mais aussi savoir les moments où il faut pousser un peu, aider à la personne à se fixer des objectifs ambitieux qui vont lui permettre de découvrir des choses qu'ils ne savent pas encore. Et je trouve que la beauté d'être confronté avec des enfants, et je dis rien de génial, mais c'est cette envie permanente d'apprendre, de découvrir des nouvelles choses, de tester, de rater, et maintenir cet état d'esprit, je pense que c'est hyper important. Bon, du coup, on va parler business. Mais du coup, ça rejoint totalement ce que tu es en train de dire, te chercher, itérer, faire de l'A/B test, non pas sur tes enfants, mais peut-être plus sur des boîtes. Bon, pour parler un peu de ton parcours scolaire, il me semble que tu as fait une école d'ingé, tu es passé par la prépa. Tu as aussi fait un MBA. J'ai une petite question là-dessus, ça t'a servi ? C'était en fait, on avait la chance que mon école d'ingénieur et ce MBA avaient un partenariat, donc j'ai pu le faire en parallèle de ma 3e année d'école d'ingé, en remplacement. Et donc c'était assez intéressant parce que c'est le collège des ingénieurs qui est assez spécifique, parce que tu passes aussi du temps en entreprise. Et tes profs sont des profs qui viennent des meilleurs MBA du monde, Harvard, St. Gall, etc., INSEAD. Et donc tu es très exposé au monde de l'entreprise. Tu rencontres des gens vraiment hyper intéressants. Ça a été, par exemple, j'ai pu rencontrer John Elkann, qui est à la tête de Exor, qui possède Stellantis, Fiat, etc. Et qui a continué après à m'accompagner de temps en temps. Donc ça m'a donné accès à ça, qui était assez fascinant, à apprendre plein de choses. Et après, ils ont été aussi avec moi très flexibles, parce que on a commencé à travailler avec Benjamin et Vincent sur Explicit à l'époque, au début de cette année-là. Et du coup, ils m'ont laissé aménager beaucoup de temps pour créer ma boîte. Donc pour moi, c'était en parallèle ? Ouais, c'était en parallèle. Tout ça était en parallèle. Donc c'était une expérience
vraiment géniale. Parce que pour moi, elle était ultra complète entre création de boîte, apprendre des choses assez intéressantes sur plein de sujets, rencontrer des gens fascinants. Tu nous parlais enfin là tu viens d'introduire parfaitement Explicit, si tu veux le pitcher rapidement et sans passer le podcast dessus, moi il y a un moment dont j'aimerais parler justement, c'est le fait que tu quittes le navire. T'as dit encore une fois au micro d'Alexandre, mais que je sais pas si t'avais des regrets, mais en tout cas t'as appris des choses de la manière dont t'as quitté le navire. Raconte-nous tout ça. Et qu'est-ce qui est Explicit évidemment? Explicit, on a inventé et construit et certifié et commercialisé le siège d'avion le plus léger du monde pour la classe Eco. Donc un premier siège en composite et en titane. C'est toujours une magnifique aventure industrielle. Et quelle compagnie le commercialise aujourd'hui? Enfin, l'utilise plutôt? C'est au catalogue d'Airbus, d'ATR. On travaille sur des Boeing, etc. La Comac, quasiment tous les avionneurs. Okay. Et après des compagnies aériennes un peu partout dans le monde, que ce soit en Inde, dans les Caraïbes, en Amérique du Nord, etc. Et il y a eu un moment où, pour moi, il y avait l'appel de je veux faire quelque chose en santé, qui était mon rêve avant Explicit et qui a été catalysé par un de mes grands-pères qui est tombé très malade. Et une fois qu'il y a eu cet appel-là, c'était assez difficile de penser à autre chose. Et j'ai décidé de quitter la boîte. Et en effet, je pense que c'est un des grands apprentissages. J'aurais pu et j'aurais dû beaucoup mieux communiquer sur pourquoi je le faisais, pourquoi je pensais que c'était le bon moment, pourquoi on avait passé assez d'étapes pour que ce soit le bon moment, pourquoi c'était pas un problème de personne, mais un problème de moi, ce que j'avais envie de faire. Et je pense que je l'ai pas très bien exprimé, parce qu'en plus la tension de la croissance, de tout ce qu'il fallait gérer vers la profitabilité, etc., faisait qu'il y avait plein de discussions qui s'entremêlaient en parallèle. La boîte allait bien? La boîte allait plutôt bien. C'était des bonnes problématiques. On faisait plein de choses, et à la fois il y avait encore une tonne de choses à régler. Donc c'est jamais un home run avant que ce soit fini, et c'est toujours pas fini, et comme Alan, etc. Donc je pense qu'il n'y a jamais de bon moment, en gros. Okay. Et à la fois, c'était le bon moment pour moi, et c'est le bon moment pour la boîte, et la boîte s'en est très bien tirée. Donc voilà, je pense le très important, c'est bien conduire le changement, bien communiquer pourquoi tu le fais. Après, c'est facile à posteriori, mais pendant le moment, c'était pas non plus hyper clair pour moi. Je savais que je voulais faire un truc en santé. C'est ce que j'allais dire. Avoir la clairvoyance au début, c'est un peu plus compliqué. Tu peux prendre le temps d'expliquer pourquoi c'est pas clair pour toi. Si tu sais pas, tu vois, et pas juste garder tout ça pour toi parce que c'est pas clair, garder tout ça au sein de toi. C'est quoi? C'est développer un peu de l'empathie auprès de tes interlocuteurs qui sont tes cofondateurs et qui comprennent que tu quittes pas le navire pour des raisons de business, mais parce que c'est quelque chose d'intrinsèque à toi, quoi. Exactement, entre autres, je pense. Ok. Bon, du coup, tu as très bien introduit Alan. Si tu veux nous en parler, je crois que le pain, tu peux nous en parler un petit peu du pain. Tu parles de santé, mais on peut s'attaquer à... Il y a plein de trous dans la raquette, je pense, dans cette industrie encore. Pourquoi alors, je ne sais pas si on parle de mutuelle ou d'assurance santé. Et aussi, si tu veux tendre vers ça, tu étais donc déjà avec 2 autres cofondateurs. Pourquoi tu as décidé de recofonder Alan en équipe, en fait? Et pourquoi pas le faire en solopreneur? Je pense que, pour répondre d'abord à ta deuxième question, avoir quelqu'un avec qui tu peux bosser, échanger des idées, etc., ça t'aide à accélérer très vite, à te challenger. Et aujourd'hui, Charles Gorentin, qui est mon cofondateur d'Alan, et qui est le CTO, on a un niveau fusionnel de connaissances de l'un l'autre, et de pouvoir tous partager, d'avoir un père avec qui tu peux faire des ping-pong intellectuels, qui est extrêmement puissant et qui fait que je pense pas qu'Alan existerait tel qu'il est si Charles n'était pas là. Donc pour moi, c'était vraiment important d'avoir quelqu'un complémentaire mais de confiance. Et on a vraiment réussi à créer ça à 2. Après, on a aussi attiré un noyau dur très rapidement, des premiers Alaners qui nous ont aidés à construire la boîte, et au fur et à mesure de l'histoire, plein d'autres leaders qui nous ont rejoints, plus ou moins seniors, et qui continuent à construire la boîte. Donc c'est une aventure. Il y a toujours
cette importance des cofondateurs. Mais c'est une aventure qu'on construit vraiment avec un ensemble de personnes beaucoup plus large que juste nous deux. Et donc, pour moi, c'était une excellente... aucun que de la joie dans cette décision-là de ne pas l'avoir fait tout seul, parce que je ne pense pas qu'on en serait où on en est aujourd'hui si j'avais été tout seul. Ouais. Et tu l'as rencontré comment, Charles ? Charles, on avait fait notre école d'ingénieur ensemble, et après lui était parti dans la Silicon Valley, chez Facebook, Instagram et Twitter, et du coup je suis allé le rechercher pour qu'on crée l'annonce. Ouais, j'allais dire, donc tu as eu l'idée, et tu t'es dit, ok, il faut absolument que je m'entoure avec quelqu'un dont je suis complémentaire. Et du coup, tu as réussi à l'embarquer dans l'aventure. Ça a pris combien de temps, en fait, le moment où il y a eu la puce à l'oreille, alors que tu étais encore chez Explicit ? Et on va pas parler du dépôt des statuts, mais le fait que vous soyez retrouvés, vous deux, autour d'un bureau avec une feuille à remplir et vous dire, ok, en plus tu disais que tu n'aimes pas faire les business plans. Donc, en tout cas, installer une sorte de vision assez long-termiste avec Charles. Il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu en effet 4-5 mois d'abord de réflexion en parallèle d'Explicit où je me posais plein de questions sur la santé. Je commençais à geeker le sujet, mais plutôt les week-ends, et je travaillais déjà les week-ends sur Explicit, donc c'était pas facile. Okay. Un moment où ma décision s'est un peu cristallisée, une transition aussi de 2-3 mois. Puis après, j'ai commencé direct à bosser un peu à plein temps sur Alan. Au début, pas avec Charles, parce que Charles était à San Francisco, donc j'en parlais avec d'autres potentiels cofondateurs. Ça a pris quelques mois. Puis après, on s'est vu avec Charles, avec des mariages, puis on a passé l'été ensemble. On a décidé qu'on allait le faire ensemble. Et à ce moment-là, la vision de créer une santé qui était plus centrée sur les individus, qui était plus intuitive, qui était beaucoup plus préventive et qui était digital first, je dirais, était là, mais le moyen n'était pas encore clair. Et on a passé encore quelques mois à itérer sur quel serait le modèle et par cristalliser qu'on allait commencer par créer une assurance santé pour ensuite ajouter tous les services pour se positionner en partenaire santé tout en un des individus et vraiment être le seul outil que tu utilises pour ta santé, ton bien-être dans ta poche en tant qu'individu, mais aussi pour les entreprises qui ont plein de providers qui essaient de leur vendre des choses et qu'il n'y en a qu'un seul qui les règle tous leurs problèmes et pour elles être le meilleur retour sur investissement possible. Et ça s'est cristallisé. On a commencé à parler du coup en juin 2015. Je pense que l'idée de commencer par l'assurance est arrivée fin septembre, début octobre. Okay. Et la boîte a été créée en février. Charles est rentré fin décembre, début janvier des US. Et la boîte a été créée officiellement le 10 ou le 12 février. Et donc ne serait-ce que si on parle de cette phase d'A/B testing, au final, de vraiment bien trouver le bon pain auquel vous pouvez répondre, donc de juin à la rentrée au retour de Charles. Vous avez fait quoi ? Parce que c'est-à-dire que tu peux te documenter, mais dis-moi si je me trompe, je te tends une perche, mais le plus important, c'est le retour des personnes qui vivent la problématique. Donc, comment tu as fait pour le valider, tout ça ? Je pense qu'il y a un moment où il faut vraiment construire des intuitions. Et moi, je pense vraiment à la force des intuitions. Et du coup, les intuitions, comment on les a créées ? On les a créées en lisant plein de choses, donc essayant de comprendre le marché, les dynamiques du système de santé, en rencontrant des acteurs en effet qui pouvaient être dans l'assurance, qui pouvaient être dans la prévention, qui pouvaient être dans les ministères, etc. et comprendre les différents enjeux, et bien sûr des patients et des médecins. Et après, c'est mettre sur le papier une vision, et en fait, c'est produire qu'est-ce que tu penses va être la boîte, commencer à construire des petits bouts, et voir si, quand tu confrontes ça à la réalité, quand tu écris le plan, quand tu écris ton modèle économique, quand tu écris la manière dont tu vas distribuer, quand tu essaies de tester ces hypothèses, quand tu dis je veux faire des modèles de prévention, où est-ce que je vais aller trouver la data pour avoir des modèles de prévention qui sont intelligents, tu te confrontes à la réalité, tu essayes aussi un peu de pitcher des investisseurs pour voir comment ils réagissent et avoir de la boucle de feedback. Et en fait, tu essaies de créer de la boucle de feedback en permanence qui consolide tes intuitions sur la validité du modèle économique, la validité de ta différenciation que tu peux créer, de à quoi ressemblera ton expérience finale. Et c'est comme ça vraiment jusqu'à un moment où tu dis « Ah tiens, et si on faisait ça ?» Et là, à un moment, toutes ces intuitions commencent à se confirmer et à avoir que des green lights. Et là, tu te dis « J'y vais à fond ».
Tu parles beaucoup là de, tu vois, la feedback loop. Avant, donc je t'ai posé la question sur le MBA, tu m'as au final parlé de personnes humaines, tu m'as pas parlé de théorie. Je t'ai parlé de la fondation d'Alan directement, tu as mis en... Et puis je peux déjà le dire, donc déjà tu as mis ta team. Je sais pas si je peux le dire, hein, mais ça fait quelques mois que je te contacte et à force de persévérance et de résilience, tu as accepté. Et je trouve ça ouf déjà parce que dans ton message, tu m'as dit c'est super cool Yacine, mais en fait j'ai envie de mettre en avant les personnes de mon entreprise. D'ailleurs on va en parler aussi, tu publies beaucoup. Le plus gros facteur risque, mais au final tu vois, le succès d'Alan, c'est l'humain. Je pense qu'il y a plusieurs vecteurs de succès, mais si je devais en citer un, en effet, une boîte à la fin, c'est que les gens qui la composent. Et notre succès, c'est d'avoir attiré des personnes qui adorent travailler ensemble et qui n'ont pas trop peur de s'attaquer à des gros problèmes et qui les désossent après et qui les découpent et qui arrivent à les résoudre petit bout par petit bout jusqu'à faire des grandes choses. Donc oui, c'est qu'une affaire d'avoir les bonnes personnes, de créer le bon contexte en termes de culture et d'organisation pour que ces bonnes personnes travaillent ensemble et d'avoir une mission commune qui est importante et d'avoir bien choisi ton marché, ta vision et comment tu veux le faire. Mais si tu as les bonnes personnes qui travaillent bien ensemble, au pire, ils peuvent itérer sur la mission, etc. Il faut juste pas être trop borné là-dessus. Et comment t'installes justement et cette culture d'entreprise, cette culture du feedback et en même temps avoir des gens, tu disais, qui limite en fait t'impressionnent, qui sont plus intelligents que toi sur certaines problématiques. Et en même temps, donc c'est ramener leur singularité tout en ce qu'ils aient une certaine forme de flexibilité pour s'adapter au moule que vous avez créé. Bref, triptyque de la question, comment tu gères ça? Je pense que nous, en tout cas, ce qu'on a essayé de faire, c'est de mener 2 combats de front au tout début d'Alan avec Charles, qui était à la fois bosser beaucoup sur la vision et l'exécution de ce qu'on voulait faire, et à la fois se poser la question de quel type de culture d'entreprise on voulait créer, pourquoi. Et vraiment la définir, la formaliser et l'écrire. Parce que ça nous apprenait à nous connaître l'un l'autre et à savoir si on voulait faire ça pendant des décennies ensemble. Et la réponse était oui, on veut faire ça pendant des décennies ensemble. Et qu'est-ce que ça voulait dire et quel type de talent on voulait attirer. Et du coup, en fait, on a eu des critères assez forts sur la typologie des profils et des valeurs des premiers Alaners et qui nous ont aussi aidés à consolider ces valeurs et cette culture qu'on a co-construit ensemble ensuite. Donc vous aussi, vous étiez flexible sur la culture et vous... Je pense qu'on n'était pas flexible, on était assez intransigeant sur quelques valeurs cardinales. Comment ces valeurs cardinales allaient se traduire dans la réalité? Il y avait de la flexibilité. D'ailleurs, il y a toujours de la flexibilité parce que tu vas pas avoir exactement la même organisation quand tu es 5 dans une salle que quand tu es 500. Et donc, il faut avoir cette flexibilité et après, il faut juste avoir des valeurs clés qui sont cardinales avec qui on est. Et nous, c'était une obsession pour nos membres et pour nos clients. C'était l'ambition sans peur et la culture de l'excellence. C'était la transparence radicale. C'était se faire confiance et distribuer la responsabilité pour qu'on défonce les sujets vite. Et c'était la culture du feedback et la croissance personnelle et collective. Et ces grandes valeurs, ben oui, on les a développées et après on les fait vivre dans la vie de tous les jours. Et du coup, on a en effet passé beaucoup de temps à aller chercher, chasser, convaincre, parce qu'il faut se battre, hein, c'est dans la douleur, pour attirer des gens pour qu'ils viennent construire l'aventure avec nous. Et on a eu la chance que vraiment des personnes exceptionnelles fassent ce pari un peu fou de nous rejoindre et viennent construire là. Donc on a eu beaucoup de chance. Si on est hyper pratique, les convaincre, je pense qu'un entrepreneur qui est passionné, qui est convaincu de son idée, il peut être très persuasif. En tout cas, quand tu arrives à aussi convaincre 500 personnes plus l'équivalent de 500 millions, je crois, ou un peu plus, en tout cas, que vous avez levé auprès de fonds. Mais comment tu arrives à tester en entretien d'embauche, notamment au début? J'imagine que tu les voyais tous, les premiers Alaners. Je l'ai eu bon là? Ouais. Ouais, comment tu arrives à les tester quoi? C'est hyper dur, je trouve, on arrive à se chier très rapidement sur un entretien d'embauche, aussi bien côté recruteur que candidat. C'est pour ça qu'on essaie de ne pas faire qu'un seul entretien et qu'on essaie d'en faire plusieurs. Et on peut se tromper toujours, d'ailleurs, et ça nous arrive, mais et tromper, de toute façon, est un mot un peu difficile. C'est juste, parfois, le contexte change, les besoins de la boîte changent, les envies des gens changent, ne sont plus adaptés
aux besoins. Mais nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est comprendre ce que les gens intrinsèquement avaient envie de réaliser. Je suis désolé, j'ai un peu le nez bouché, mais j'espère que ça va. Moi aussi, j'ai pris froid un peu. Mais... ce que les gens intrinsèquement avaient envie de réaliser, est-ce que c'était aligné avec notre vision? Donc ça, tu peux le tester par la discussion, la sémantique, à quel point les gens ont une énergie positive de doueurs, de personnes qui ont envie de construire, qui ont envie de changer les choses. Et ça, cette énergie, elle est ultra importante. Et donc, aller chercher ça, et ça, elle doit transpirer de la personne, entre guillemets. Mais un timide va pas réussir à exprimer ça. En fait, un timide peut très bien exprimer ça quand il est sur un sujet de passion. Et les gens les plus timides, quand tu les lances sur la bonne track, ça peut être les plus volubiles sur cette track-là. Et il faut juste voir quels sont les sujets de passion et qui les énergisent. Donc c'est le fond et la forme, et c'est pas forcément des questions particulières là que tu conseillerais, mais c'est plutôt... il y a un double cerveau, quoi. T'analyses comment il le dit et ce qu'il laisse transparaître, et évidemment le fond. Et t'essayes de comprendre. Après, nous, on a pas mal formalisé nos questions aux différentes étapes. Et après, je pense que l'étape la plus importante, c'est le meilleur signal de est-ce que ça a marché, c'est de bosser ensemble. Donc nous, on a des cas pratiques où les gens viennent bosser avec nous pour une demi-journée sur des choses et qui existait depuis le début d'Alan. Donc tous les premiers entretiens ont été faits comme ça. Et du coup, on a vraiment bossé ensemble, on a appris à se connaître. Même si c'est court, tu commences à voir comment les gens réfléchissent, comment les gens présentent leurs idées, comment ils se passionnent dans le travail. Et tout le monde a joué le jeu à fond. Et tout le monde continue de jouer le jeu. Parce que c'est un jeu dans les deux sens. C'est-à-dire, nous, on a investi énormément dans le processus pour que les gens apprennent à connaître la boîte, découvrent la culture, découvrent les gens, découvrent comment on travaille, pour qu'il n'y ait aucune surprise le jour où ils nous rejoignent. Et je prends des cafés aléatoires avec une fois par semaine avec des Alaners, et souvent c'est des gens qui sont arrivés depuis 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et des feedbacks récurrents que j'ai, c'est que c'est la première boîte dans leur vie où il n'y a pas de delta entre ce qu'ils imaginaient avant et ce qu'on leur avait raconté de la culture et la manière dont ça se passe. Et ça, le pitch et la réalité, quoi. Exactement. Et ça, c'est parce que je pense qu'on pitch, on essaie de raconter ce qu'on vit vraiment. Et donc on leur laisse le temps pendant le processus, même si ce processus peut ne prendre qu'une semaine, mais il est intense, pour découvrir la boîte en profondeur. Très, très clair. On parle beaucoup d'humain et on le minimise pas. D'ailleurs, tu as appris à coder, il me semble, autodidacte, quoi, sur ton temps libre. On va pas en parler beaucoup parce que tu en as beaucoup parlé dans le podcast La Pause, et je vois très bien tout ce que ça t'a apporté. En revanche, le produit, il est super sexy. Moi, franchement, je vous mets dans mon top 3 des interviews, mais aussi surtout des startups françaises, non pas pour les millions que vous avez levés, mais pour le produit, l'expérience user. Déjà, est-ce que c'était une vocation que l'expérience user, tu nous parles du NPS, donc Net Promoting Score, qui permet de valider en fait l'expérience utilisateur et à quel point elle est agréable. Est-ce que c'était hyper important pour vous? Et c'est hyper important pour votre interlocuteur côté entreprise ou le salarié qui va utiliser l'application? Alors, plein d'éléments de réponse. Beaucoup de questions aussi. La première, c'est, et ça sera une question pour toi après, c'est qu'est-ce qu'on doit faire pour pas être dans le top 3, mais pour être dans le top 1? Et j'espère que tu me diras ça ensuite. En off ou... Et après, pour répondre, oui, ça a été toujours une obsession pour nous depuis le début, de faire la meilleure expérience possible, parce qu'on croit que c'est les meilleurs produits bien distribués qui gagnent. Donc on a eu toujours cette attention au détail, et on est loin d'être parfait tout le temps, et on continue à itérer. C'est un travail de longue haleine, mais en tout cas on a toujours eu cette obsession de la qualité du produit, du delight, donc de donner des surprises positives à chaque fois que tu utilises le produit, et que tu as envie d'en parler autour de toi, et que tu as un engouement, une énergie autour de nous. Et à la fois on essaye de le faire pour les salariés et donc pour les individus qui utilisent, parce que c'est notre vision et notre mission sur ce qu'on veut faire pour la santé et comment la rendre plus accessible. On pense que les dirigeants et les RH qui se soucient de leur performance de la boîte ont envie que leurs salariés aient les meilleurs outils, et on pense qu'on a un impact, et on le voit sur l'attractivité, parce que le nombre de personnes qui nous mettent dans leur offre d'emploi... Oui, c'est un facteur d'attractivité pour les entreprises, quoi. Sur la rétention, parce que les outils qu'on a autour de la santé mentale, etc., sur l'absentéisme,
pareil via la santé mentale ou le fait que tu n'aies pas besoin de poser une demi-journée pour aller voir un médecin, parce que tu peux chatter avec un médecin ou faire une visio hyper facilement. Tout ce qu'on fait sur la prévention qui permet de diminuer les risques psychosociaux, physiques. Donc tout ça, je pense que c'est un super retour sur investissement pour une entreprise et on veut être leur meilleur retour sur investissement. Et on met aussi, et ça c'est moins vu du grand public, mais énormément d'investissement dans la plateforme pour les RH et les dirigeants pour qu'il y ait du delight et de la magie pour eux. Dans la gestion des entrées-sorties, dans la gestion des dispenses, dans la gestion des risques URSA, enfin de la totalité de l'expérience qui est ultra complexe et des plateformes pas toujours au niveau dans ce qui existait avant. Et nous, on l'a rendu, pareil, une expérience vraiment unique avec beaucoup d'automatisation, et vraiment, c'est le feedback que j'ai aussi des RH. On leur sauve des journées par mois à eux et à leur équipe grâce à nos outils. Et ça, c'est aussi un énorme succès, on trouve. Donc, c'est vraiment cette attention au détail et à la qualité du produit pour tous les stakeholders, que ce soit l'utilisateur final, l'équipe admin, RH, paye, comptabilité. Et on essaye et on investit vraiment massivement sur les deux. Pour répondre à ta question du top 3, top 1, bon déjà, je pense que les autres boîtes dans le top 3 n'ont rien à voir, c'est aussi pour ça. Je pense que je ne vois pas toute la valeur, enfin je l'imagine de par ce qu'on se parle, mais quand j'embaucherai mes premiers employés, on s'en reparlera et peut-être que là, vous serez number one by far. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu tes sources d'inspiration avec aussi l'équipe tech et produits sur comment rendre, parce que, enfin, il y a une théorie et il y a de la pratique. Donc, est-ce qu'il y a des produits, je ne sais pas si c'est chez nos amis américains, tu vois, qui sont plutôt bons dans le UX, UI, mais voilà, des inspirations qui vous ont permis de construire un produit aussi robuste? Je pense qu'il faut être une éponge à inspiration. Donc, c'est difficile de t'en citer une. Ça peut aller de Cash App à Hopper, à Airbnb, à Google Photos aussi, dans la manière dont ils ont géré l'automatisation de certaines choses. Donc on a vraiment un panel très très large d'inspiration. Mais après, ce qui est très important, c'est aussi, en fait, il y a beaucoup de gens qui prennent des raccourcis entre recherche utilisateur, je dois faire ça, ou inspiration, je dois faire ça. Et je pense que le bon modèle, c'est je construis un modèle, moi, mental de qu'est-ce qu'une expérience extraordinaire. Et après, je vais aller chercher des inspirations, je vais faire de la recherche utilisateurs qui vont peut-être mettre à jour ou pas mon modèle mental, et après je vais construire par rapport à ce modèle mental. Et je pense, nous, une des forces chez Alan, c'est qu'on a passé beaucoup de temps à réfléchir en profondeur à qu'est-ce qu'on voulait construire, pourquoi ce serait différent, pourquoi les utilisateurs adoreraient, pourquoi ce détail va faire ça. Et je pense que c'est cette attention qui a été portée par Édouard Vautier, par exemple, notre premier designer, par moi, par nos product managers, par nos ingénieurs, par tout le monde qui fait que ouais, on y pense en permanence, quoi. Donc tu nous parles de produits, de design, tu nous as parlé de Airbnb. Airbnb, leur premier site était dégueulasse. Ouais. C'était quoi le premier site d'Alan? Honnêtement, le premier site d'Alan, je ne sais pas s'il était dégueulasse, mais il était très très incomplet. C'est-à-dire que quand on a lancé fin octobre 2016, on pouvait juste inscrire sa boîte. Il y avait un seul produit, une seule couverture. Tu ne pouvais pas encore ajouter tes salariés. Et on ne pouvait pas encore les rembourser. Tu as pu inviter tes salariés 2 semaines plus tard, et 2 semaines plus tard, on pouvait faire les premiers remboursements, et c'était extrêmement manuel. C'était toi à la mano ou avec tes équipes? Entre autres, on processait quelques trucs à la main. Ouais. Et donc, il n'y avait pas de mobile app, il n'y avait rien. Et donc, tout commence petit, et en revanche, être dehors et apprendre et itérer vite, ça a eu énormément de valeur, et on a su exécuter très vite sur notre promesse. Je pense que là où on a plutôt été très solide, c'est et c'est sûrement parce qu'on est aussi une boîte réglementée, c'est que quand on a dit quelque chose, on l'a fait, et on l'a fait dans les temps. Tu vois, on n'a jamais fait de promesses qu'on ne savait pas tenir. Ok. Tu nous parlais, déjà hyper important en fait ce passage, parce que juste avant on a un peu fait les louanges en tout cas de ton produit, mais en fait je pense qu'il ne faut pas attendre, dis-moi si je me trompe, mais il ne faut pas attendre d'avoir le plus beau produit pour le lancer. Il faut d'abord répondre à un besoin primaire. Mais en revanche, moi je crois vraiment à cette notion de minimum lovable product, c'est-à-dire que même si on pouvait juste inscrire sa boîte, en revanche l'expérience pour inscrire sa boîte était déjà géniale.
et a été mémorable. Et je pense que c'est ça qui est important. C'est tu vas avoir peu d'occasions de faire une impression sur les gens qui t'utilisent. Donc, soit il y a deux méthodes. Soit c'est un besoin où tu es dans le désert et tu vends de l'eau et là, en fait, tu t'en fous du packaging, etc. Soit nous, l'assurance santé, c'était pas un truc sur lequel tout le monde se réveillait le matin en disant je dois changer ma complémentaire santé et j'ai ce besoin-là. Donc, il fallait progressivement faire un produit qui est très différencié et ça se différencie. On parle beaucoup du UI et du X, mais ça, c'est 15% du truc. C'est les 85% qui sont derrière sur l'infrastructure, la gestion des remboursements, le machine learning qui est derrière, les outils pour notre service client, des outils pour construire des produits d'assurance. On a aussi mis des tonnes de ressources d'engineering, de design et de produits qui différencient Alan après pour l'utilisateur final, mais sans qu'il s'en aperçoive en fait. Ok, ouais, c'est ça. Je sais plus qui disait ça, mais une bonne tech, c'est une tech qui fonctionne mais que tu vois pas en fait, qui est sous le capot. Juste parler très rapidement du NPS, vous êtes à 70 il me semble, ou je sais pas si ça a augmenté depuis. Je sais que c'est beaucoup. On n'en a pas parlé, je crois que vous êtes à 340 000 utilisateurs, c'est 370 000 même là. Ouais. On va vérifier après, ça va encore augmenter. Donc 370 000 pour qu'on ait déjà un 70 en NPS, c'est énorme. Mais vraiment, je me dis, mais pourquoi vous n'êtes pas à 100 quoi? En fait, qu'est-ce qui manque selon toi? Je pense qu'il y a plein de raisons qui font que les gens ne nous donnent pas un NPS à 100. Il y a parfois des gens qui sont déçus de la couverture. Alors, souvent, c'est une couverture qui est choisie par leur entreprise, mais il attribue à Alan. Donc, ça fait... Parce que tu as différents levels de remboursement pour les entreprises. Exactement, mais il y a un moment, les entreprises font un choix entre prix, couverture, etc. Et ça peut être pas très satisfaisant. Je pense qu'il y avait parfois... On avait un service client pendant longtemps qui était que par chat. Et pour certaines situations, ça pouvait être bloquant ou trop lent pour certains clients. Et ça, on est en train de le résoudre parce qu'on a lancé une fonctionnalité de callback, donc on peut te rappeler. Moi, j'ai utilisé le chat, ils m'ont répondu très vite. Ah non, mais ça répond très vite, le temps est très rapide, mais certains problèmes, pour certaines personnes, sont trop durs à exprimer par chat, et du coup, c'est pour ça qu'on a créé la fonction de rappel téléphonique. On est en train de lancer quelque chose sur les voice notes aussi, qui est assez sympa, et pour le service client. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a pas mal changé, qui était une question de NPS, et parfois... Dans la masse, quand tu as 370 000 personnes que tu couvres, il peut arriver d'avoir des ratés sur la gestion d'un dossier, un sinistre, on ne sait pas pourquoi, qui n'est pas traité dans les temps. Et ça, on a un taux de défaut qui est beaucoup, beaucoup plus faible que le marché. Mais il y a toujours il y en a toujours de temps en temps sur des cas très complexes ou nouveaux. Et on les résout. Et je pense que notre force, c'est de ne pas considérer que le monde est statique, mais de considérer que le monde est dynamique. Et que tous ces problèmes sont des opportunités pour créer du meilleur produit, pour innover. Donc, c'est juste, on les règle tous les uns après les autres, quoi. Communication, humain. J'ai l'impression qu'au final, c'est toujours mieux communiquer, être plus proche des users finaux ou de vos clients. En tout cas, nous aussi, on paye en tant qu'employés. Mais bon, bref, tous les stakeholders. J'ai une dernière mini-question pour toi, qui n'est pas si mince. Vous êtes, donc dis-moi, c'est France, Belgique, Espagne, c'est ça à l'heure actuelle, qui est hyper rare d'ailleurs pour une boîte aussi grosse, valorisée à beaucoup de milliards, mais bref, on n'est pas là pour parler d'argent. Est-ce que vous allez attaquer un autre pays? Je sais que oui, donc je ne sais pas si tu vas nous en parler. Et moi, j'aimerais surtout parler des US. Est-ce que selon toi, c'est un marché que vous pouvez atteindre ou au contraire, vu qu'ils n'ont pas cette couverture santé obligatoire, c'est hyper compliqué pour en tout cas les boîtes américaines de souscrire à une mutuelle comme la tienne? Il y a une obsession qui est souvent très forte en effet pour les boîtes européennes d'aller aux US parce que c'est le marché. Nous, on n'a pas du tout cette obsession-là parce qu'on a la chance d'être dans une industrie où la santé, c'est 12-13% du PIB. Et du coup, quel que soit le pays, en fait, tu as des opportunités qui sont assez immenses de faire des boîtes qui sont conséquentes et qui ont un impact immense sur la vie des gens. Donc, à court terme, on n'ira pas aux US. Est-ce qu'à très long terme, on ira pourquoi pas? Enfin, on ne s'interdit rien. Je pense qu'il y aura des enjeux. Tu as dit monter une boîte sur des décennies. Hein. Exactement. Non, prévu de revendre maintenant, mais ok. Exactement. Et du coup, clairement, je ne peux pas te dire
de lancement, mais je pense qu'il y a plein d'autres pays dans le monde où on peut avoir un impact hyper important et construire une boîte immense aussi. Donc, on le fera par capillarité stratégique, je dirais. Tu veux nous spoiler ou pas le prochain pays? Non, je peux pas encore parce que c'est pas décidé à 100% et on va prendre le temps de bien construire cette décision. Je pousse un peu, non pas pour te tirer les verres du nez, mais j'ai juste un truc qui vient Eureka. Les pays nordiques, les pays scandinaves, j'ai l'impression qu'ils sont très... alors, c'est pas à comparer, je pense que les gens te disent « Oh là là, couverture santé, ils sont meilleurs bien-être, mais ils sont 4 millions dans leur pays, donc c'est pas à comparer avec la France. » Mais est-ce que, selon toi, en fait, ce serait pas, du coup, une des populations les déjà plus convaincues, en fait, avant même de leur parler? Je pense qu'il y a des opportunités très fortes dans les pays scandinaves, il y en a aussi dans les pays du Sud, il y en a dans les pays en développement. Il y a vraiment... des opportunités pour rendre la santé plus accessible et plus préventive à peu près partout. Donc c'est ça qui rend le choix un peu difficile. L'autre critère, c'est que chaque système a ses particularités, donc il faut passer du temps à les comprendre dans les détails pour comprendre comment tu vas différencier ce que tu vas construire. Et c'est pour ça qu'on prend du temps et qu'on fait ces choix de manière très considérée. C'est quoi l'horizon? Je pense qu'on sera capable de parler d'un nouveau pays à la fin de l'année prochaine. Ok, tout le monde, stay tuned et on va se brancher et activer les alertes. Bon les amis, ça fait une 50aine de minutes, mais promis, je pose mes dernières petites questions sur les 5 dernières minutes. Ma première question pour toi, Jean-Charles, c'est quoi l'entrepreneuriat? Si tu devais le définir par un mot ou un groupe de mots et pourquoi? Je pense que l'entrepreneuriat, c'est une prise de risque pour répondre à un besoin latent d'utilisateur. Et donc, c'est vraiment le risque et un besoin et associer les deux avec un bon sens du timing, de la technologie et de la différenciation. Que vous faites plutôt bien. On essaye. Deuxième question que j'aime beaucoup, si tu avais la possibilité de choisir un board member vivant, mort, fictif ou réel. On a beaucoup parlé d'humain en plus. Je vais parler de quelqu'un qui est un peu trop méconnu à mon goût et qui est extrêmement fort, qui est Gustav Söderström, qui est le Chief Product and Technology Officer de Spotify, qui est une personne infiniment brillante, avec une capacité d'aller très profond dans les sujets et à la fois humainement incroyable. Et du coup, j'adorerais... je passe déjà un peu de temps avec Gustave de temps en temps, j'ai cette chance. Ouais. Mais si un jour il voulait rejoindre notre board, ça me ferait plaisir. Il t'aiderait sur quelle problématique exactement? Je pense à la fois sur créer du produit à l'échelle et couvrir des centaines de millions d'users. Ils ont fait pas mal de révolutions et de réimagination de Spotify dans l'histoire. Ils pensent très bien à la notion de bundle, qui est un sujet qui nous intéresse beaucoup. Il a plein de méthodes pour penser stratégie qui sont très très bonnes. Spotify, boîte scandinave, plutôt un beau produit. Oui. Voilà, je laisse ça là. Une autre question pour toi, donc ça c'est vraiment à nos auditeurs à bien écouter. C'est quoi le conseil, je vais dire le plus sous-coté, parce que c'est celui que tu n'as pas forcément beaucoup entendu, parce que tout le monde donne des conseils, mais le conseil le plus sous-coté que tu aurais aimé entendre à tes débuts dans l'entrepreneuriat, donc avant Alan ou avant Explicit? En fait, je pense que le meilleur conseil, c'est d'essayer de digérer tous les conseils qu'on te donne, mais de repartir sur ce qu'on appelle des first principles. Et donc, à la fin, c'est de ne pas écouter les conseils, mais d'utiliser ces conseils pour animer ton modèle interne. Et donc, c'est vraiment passer énormément d'énergie à définir quel est ton modèle interne et ton modèle de pensée par rapport à ton marché, ta distribution, ton produit, ce que tu veux construire, ta culture. Et pas te laisser courir comme une girouette d'un conseil à l'autre, mais construire tes convictions. Je pense que c'est vraiment très important. Et ça fait écho à ce que disait Sébastien Coinon. Il disait... écoutez tous les conseils, mais ne les appliquez pas. Ouais. Allez, ma dernière question pour toi. Allez, non, j'en ai 2 petites dernières. L'avant-dernière, c'est quoi le plus gros fail dans ton expérience entrepreneuriale jusqu'à présent? Je pense qu'il y a eu quelques fails. Ceux qui sont les plus durs, je ne sais pas si c'est les plus gros, mais les plus durs, c'est souvent des fail people. C'est quand tu ne sais pas qui tu dois recruter, pourquoi. C'est surtout souvent sur des nouveaux rôles, nos premiers rôles en marketing ou en leadership de sales, où je pense qu'on savait pas exactement ce qu'on voulait, donc c'était dur de trouver l'adéquation entre la personne qu'on a tirée et ce dont on avait vraiment besoin, il fallait le co-construire. Et donc ça, je pense,
peut être des fails. On a fait une campagne télé une fois, ce qu'on a essayé, ça a été un bel epic fail en termes de reach et de retour sur investissement. Donc ça peut être les sujets, je pense. On a eu quelques des sujets, on a eu des gros fails. Ouais. Allez, ma dernière question, en plus il est 13, donc très rapidement. Je l'ai dit avant, mais tu mets beaucoup tes employés en avant. On a énormément parlé d'humains. Et aussi, alors je ne sais pas depuis combien de temps, mais tu postes beaucoup sur LinkedIn, par exemple. C'est toi qui fais tes posts ? C'est moi qui résume tous les articles que je lis. Et après, j'ai un stagiaire qui m'aide souvent à faire la mise en page. Mais c'est moi qui fais tout le contenu. Ça me fait plaisir. J'avais peur que tu me dises que tu utilises un ghostwriter, comme il y en a beaucoup aujourd'hui. Ok, est-ce que tu peux m'expliquer si ça s'inscrit dans cette, pour moi, la culture de give back? Je ne sais pas si c'est, tu vois, éducationnel, inspirant, dis-moi tout. Je pense que la première étape, et elle est peut-être un peu égoïste, c'est j'adore lire, j'adore apprendre des choses par la lecture. Je résume de toute façon pour moi-même les trucs que je lis, et donc c'est un travail qui est déjà fait parce que j'ai besoin de structurer ce que je lis pour le retenir. Je le mets en plus moi dans des flashcards parfois pour m'en souvenir et que ça me revienne à certains moments. Et du coup, une fois que j'avais fait ce travail, il m'a semblé que le retour sur investissement de le partager était très faible et que c'était des questions, et si c'était intéressant pour moi, ça le serait sûrement pour d'autres. Et du coup, j'ai en effet pris la décision de le partager et de voir si ça répondait à des besoins que d'autres personnes avaient. Et c'était le cas. Et du coup, c'est vraiment ça. J'ai pris quelque chose que je faisais pour moi, que je faisais pour les Alaner aussi. Donc avant de le publier, en fait, je partageais tout le temps ce que je lisais, les résumés aux Alaner. Et du coup, autant faire un copier-coller et le mettre dans une newsletter pour les gens que ça intéresse. Trop cool. Bah, écoutez, abonnez-vous tous et je trouve que ça termine très bien. Je le dis souvent, mais le podcast, il est fait pour mes auditeurs. Évidemment qu'il y a un égoïsme de ma part qui est d'avoir le privilège de pouvoir rencontrer des CEO aussi inspirants que toi. Mais voilà, le but en tout cas, c'est qu'on puisse échanger et retranscrire ça au plus de personnes. As-tu passé un bon moment ? J'ai passé un excellent moment. Merci beaucoup, Yacine. Merci JC, il est 15, je sais que tu dois filer. Donc un grand merci de m'avoir accueilli et à la semaine pro pour un nouvel épisode. À bientôt, merci. Ciao. Et c'est la fin de cet épisode. Les amis, j'espère qu'il vous a plu. J'espère qu'il vous aura inspiré. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir en nous mettant 5 étoiles sur les plateformes, en vous abonnant évidemment et en nous laissant des commentaires. C'est très important et ça fait toujours plaisir. Hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Ciao.